Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, la Libye, les conséquences de l'offensive sur Tripoli, le jeu dangereux du groupe État islamique qui profite du chaos politique pour s'installer dans le pays. Dans cette heure consacrée au continent, nous irons au Ghana pour évoquer les conséquences économiques du rapprochement entre le Ghana et la Chine. Question ce soir, le Ghana va-t-il s'écrouler sous la dette? Est-ce bien raisonnable de continuer à s'endetter? Réponse dans un instant. Et puis nous parlerons d'un drame, celui de l'épidémie d'Ebola qui n'en finit pas de prendre l'ampleur en République démocratique du Congo. La maladie a déjà coûté la vie à plus de 1000 personnes. Pourquoi est-il si difficile d'arrêter cette épidémie? Éclairage de nos invités dans un instant. Et pour en parler sur ce plateau, Monsieur Barandiaï, vous êtes consultant en innovation technologique. Bonsoir. Bonsoir Mariam. À côté de vous, Omar Diop, consultant finance et membre de l'association Estelle. Bonsoir Monsieur Diop. Bonsoir Mariam. Juste en face de vous, Abdoulaye Diawara, juriste enseignant, chercheur à l'Université de Reims. Bonsoir Monsieur Diawara. Bonsoir Madame. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. En Libye, l'État islamique profite de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli. Avec une forte présence dans le sud du pays, le groupe pourrait renforcer son influence et s'étendre au-delà de la région du Sahara, plus profondément en Afrique de l'Ouest. Les précisions de Vinanoda. Les forces de l'État islamique se développent rapidement dans le sud de la Libye, alors que les forces les plus puissantes du pays s'affairent dans la capitale du pays, Tripoli. Le chercheur Mustafa Amin met en garde contre le danger que représente le groupe extrémiste en Libye. L'État islamique a établi un fief à Al-Foukaa et semble mettre en place de nouvelles stratégies. L'État islamique s'est rendu compte que rester trop longtemps au même endroit les rendait plus faciles à cibler pour la coalition mondiale qui les combat. Le groupe extrémiste se tourne alors vers des tactiques différentes, comme prendre temporairement le contrôle des villes pour par la suite y revenir. Dans une récente apparition vidéo, le leader de l'État islamique Aboubakar al-Baghdadi a parlé d'une installation du groupe au Mali et au Burkina Faso. L'EI a désormais plus facilement accès à des recrues africaines. La nature géographique de cette région désertique rend encore plus difficile l'obtention d'une victoire militaire décisive sur le groupe. Nous voyons déjà tout le sud de la Libye vulnérable aux attaques de l'EI. Après la défaite de l'État islamique en Irak et en Syrie, le groupe terroriste semblait être arrivé à son terme. Mais l'instabilité en Libye a donné à l'État islamique une occasion de se reconstruire. Avec la vulnérabilité politique au Tchad et au Niger et l'expansion du groupe au Mali et au Burkina Faso, l'EI peut atteindre une expansion encore plus importante. En décembre 2016, la branche libyenne de l'État islamique est chassée de Sirte. Monsieur Diawara, comment expliquer le retour en force de l'État islamique en Libye aujourd'hui? Alors, le retour en force de l'État islamique s'explique parce que nous sommes dans un cadre qui est totalement déconstruit, qui est le cadre libyen que vous avez évoqué en prélude de ce reportage. En effet, il faut rappeler que depuis la révolution de 2011, la Libye s'enfonce dans une spirale de violence et d'instabilité politique et les conséquences sont très très importantes, elles sont très fortes. Justement, quelles pourraient être les conséquences de cette offensive dans la sous-région? Les conséquences dans la sous-région, elles ont déjà été visibles en 2011, rappelez-vous, et c'est en réalité le conflit en 2011, notamment après la Révolution, qui a donné lieu et qui a renforcé un certain nombre de groupes qui avaient aidé à l'époque, rappelez-vous, Muammar Kadhafi, et c'est ce qui a provoqué notamment l'instabilité au nord Mali. Et aujourd'hui, ce sont en réalité les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets, dans la mesure où une déstabilisation aujourd'hui, ils avaient un fief à Citre, qui s'est malheureusement déconstruit. Et donc les risques, c'est qu'ils s'enfoncent justement dans le sud de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on retrouve justement ces groupes-là, gaillardis, et notamment on a dit qu'il y avait une forme de porosité des frontières que vous avez évoquées, qu'on retrouve au Tchad, qu'on retrouve au Burkina, au Mali, bien évidemment un peu dans la bande sahélienne que vous avez évoquée. Et donc le risque est très fort de déstabilisation, d'où c'est un défi sécuritaire immense pour le continent, et il convient à présent de s'y atteler avec la plus grande attention.
Et M. Barandiaï, comment nos États doivent-ils s'organiser contre cette avancée justement de l'État islamique? Alors effectivement, c'est une question pertinente. À mon avis, les États doivent s'organiser de la façon suivante. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, dans la sous-région, nous avons à peu près une succession de forces. Je commence par Barkhane, on a eu Serval, on a eu la MINUSMA, on a eu le G5 Sahel. Alors ce qui m'inquiète, moi, c'est que c'est là où toutes ces forces sont présentes qu'il y a le plus de terroristes. Et alors il y a un contraste. Donc effectivement, avec l'existence du G5 Sahel, il faut continuer le financement, le structurer davantage et puis contribuer davantage en termes de matériel militaire et de présence en termes d'hommes et de moyens, on va dire, de surveillance. Ce qui veut dire moyens de surveillance dit mise en place davantage de drones, d'avions et de surveillance des frontières pour qu'elles ne soient pas perméables. Parce que pour faire le parallèle, vous savez bien que la Libye aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un pays grand, c'est le 4e pays le plus grand d'Afrique avec une faible population, c'est-à-dire 6 500 000 habitants environ. Si on fait le ratio, on se trouve avec à peu près 3,7 habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de territoires inoccupés. Dans ces territoires inoccupés, c'est un vaste boulevard d'installation pour l'EI qui ne fonctionne plus comme avant, comme vous le savez, Mariama, parce que l'EI, avant, c'était j'occupe une zone territoriale, je suis identifié, c'est mon domaine. Maintenant, l'EI s'est éparpillé. Les groupes ont muté, ont fondu, ont changé de stratégie. C'est-à-dire qu'ils se fondent dans la masse. Du coup, pourquoi cette stratégie? C'est pour mieux frapper et se refondre dans les populations. D'où la difficulté de mettre en place une forme de force adaptée à combattre en fait ce phénomène. On parle déjà d'une présence de l'État islamique au Mali et au Burkina Faso, des pays fortement touchés déjà par le terrorisme. On est dans la fiction où il faut vraiment s'inquiéter. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter. Pourquoi je vous dis qu'il faut s'inquiéter? Parce qu'il y a 3 semaines, tous les médias occidentaux nous ont dit qu'il y avait une dernière poche de résistance de l'EI, de Daesh en Syrie et que c'est éradiqué. On nous a montré les belles photos, c'est fini, on a évacué les femmes, les enfants, etc. Plus d'EI. Mais c'était de l'illusion, il faut s'inquiéter parce que quelques jours plus tard, au Sri Lanka, un attentat terroriste revendiqué par le même EI a fait plus de 250 morts. Donc c'est une organisation qui mute, c'est une organisation bien structurée, c'est une organisation intelligente. Moi je crois qu'il faut s'inquiéter non seulement pour la zone sahélienne, mais jusqu'à la corne de l'Afrique. Monsieur Diop, est-ce que l'EI peut aujourd'hui vraiment atteindre une expansion beaucoup plus importante en Afrique? Très certainement, il peut avoir une expansion beaucoup très importante. De toute façon, en Afrique occidentale, on a partout des mouvements terroristes. D'un jour au l'autre, ils vont mutualiser les efforts. Quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé au Burkina Faso, quand ils ont attaqué les militaires, ils avaient l'information, donc ils ont coordonné ensemble. Donc je pense que ça sera beaucoup plus grave qu'on le pense. Mais moi, vous savez, la question libyenne, je n'ai pas du tout envie de parler des conséquences, il faut parler des causes. Vous savez, il y a une chose qui est très importante, on ne situe jamais les responsabilités quand il s'agit de la communauté internationale. Moi, cette question, je l'aborde sous deux formes. Les mouvements terroristes ont toujours profité des désordres, que ce soit des désordres économiques pour développer des contrebandes, pour développer des trafics, que ce soit des désordres politiques. Voilà, que ce soit des désordres politiques, ils expandent, ils essaient de dominer leur idéologie, que ce soit des désordres sécuritaires, c'est au niveau du terrorisme. Moi, je pense qu'il faut situer les responsabilités. Si on n'arrive pas à situer les responsabilités, on en fait un bilan, on se pose les vraies questions, on n'ira nulle part. La communauté internationale, on ne peut pas aujourd'hui l'associer à la crise de la Libyenne parce qu'elle est véritablement le problème. Ce qui s'est passé en 2011, c'est tout simplement extraordinaire. Ça ne s'est jamais vu en Afrique. L'instabilité a été créée par la communauté internationale, mais moi, la question que je me pose... Et les pays africains dans tout ça? Justement, je vais y arriver. Est-ce que la communauté internationale qui a été le problème peut en même temps être la solution? Moi, j'y crois pas. On ne peut pas être à la fois le problème et la solution. Et récemment, il y a une réunion qui a été organisée donc, à l'Élysée pour la question libyenne. L'Union africaine n'a pas été convoquée. Ils n'ont pas été associés, ils ont été exclus. Et la question africaine, la question de la Libye, c'est pas... L'Union africaine elle-même, elle s'impose aujourd'hui dans cette crise libyenne? Non, mais elle ne peut pas s'imposer parce qu'elle a été exclue. Tout simplement, il y a une réunion qui a été convoquée. Non, je vais terminer. Il y a une réunion qui a été convoquée, ils n'ont pas été convoqués. Si les personnes qui veulent régler le problème libyen, pourquoi ils ne convoquent pas tout le monde? Aujourd'hui, moi, je ne pense pas du coup que la sécurité puisse revenir en Afrique en excluant les Africains. C'est totalement incompréhensible. Oui, monsieur Alors, effectivement, moi, je ne suis pas aussi sévère que vous par rapport à l'exclusion de l'Union africaine, parce qu'en 2013, ils n'ont pas été convoqués pour régler la question, attaquer en fait la Libye,
Libye, je pense qu'il y avait 3 pays africains qui étaient membres du Conseil de sécurité. Et quand on votait pour aller attaquer la Libye, ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas posé le veto. Ce qui a facilité, je pense, l'attaque de la Libye. Non, mais de ce qu'on a exactement. Justement, je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon raisonnement. Sur ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Je l'ai même dénoncé sur une de vos émissions, l'attitude de l'ancien président sénégalais qui a soutenu les personnes qui voulaient justement attaquer la Libye. Donc je pense que les responsabilités sont partagées, mais cependant, moi je ne pense pas du tout qu'on puisse régler la question libyenne tout en excluant les pays africains. Le G5 Sahel qu'on a créé, on a le Tchad qui partage les frontières avec la Libye, là, il ne fait pas partie du G5. On a le Niger qui fait partie du G5, qui partage les mêmes frontières que la Libye. Il ne fait pas partie du G5. Donc je pense vous plaidez pour un élargissement du G5 Sahel. Je pense qu'il y a qu'une hypocrisie, c'est ça que je veux souligner, une hypocrisie qui est là. Et si on veut vraiment régler les problèmes, il va falloir mettre de côté les hypocrisies. La version originale qu'on a mis en avant pour attaquer la Libye, c'est qu'il faut sauver Benghazi du massacre. Effectivement. Mais quelques années plus tard, on a eu des massacres en Birmanie. Pourquoi la communauté internationale n'est pas allée en Birmanie pour sauver les Rohingyas? Effectivement, il y a Qu'est-ce que le peuple... Non mais écoutez, moi si vous voulez, j'ai pas juste envie de parler des conséquences. Il va falloir situer les responsabilités, qu'on prenne nos responsabilités. Parce que tout ce qui est impossible ailleurs est tout à fait normal en Afrique. Et les Africains, on croise les doigts, donc on est tout à fait d'accord. Si la communauté internationale veut être moins hypocrite, il va falloir situer les responsabilités. Je suis d'accord avec M. Diop, parce que ce qui se passe, c'est que c'est un peu inadmissible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour aller attaquer Benghazi, on nous a vendu une population opprimée, qui est en phase d'éradication. Alors ça c'était une logique occidentale. Par contre, les conséquences, effectivement, sont énormes. Il faut en parler. On parle des causes, mais on parle des conséquences aussi. Parce que l'une des graves conséquences, pourquoi l'EI s'est vraiment installé dans la sous-région, c'est parce que les puissances occidentales sont venues parachuter des avions d'armes dans les collines libyennes, dans le désert libyen, pour que les rebelles qui étaient contre Kadhafi les retirent. Par contre, ces rebelles, ce n'étaient pas les seuls bénéficiaires de ces armes. L'EI s'est servi, Daesh s'est servi et autres. Donc, conséquence, ils se sont armés gratuitement. Et parmi les membres de l'EI, on parle d'anciens membres du clan Kadhafi qui, pour se venger, ont rejoint les camps de l'État islamique. C'était à prévoir. Et du coup, juste pour finir mon argumentaire, vous allez voir, c'est que ce qui est encore plus aberrant, c'est que ceux qui ont enlevé Kadhafi, le colonel Kadhafi, ont reconnu un homme qui s'appelle le maréchal Khalifa Haftar, qu'ils appellent eux-mêmes l'homme fort de l'Est libyen, qu'ils ont laissé actuellement des boulevards pour qu'il aille déloger le gouvernement de Tripoli qui lui-même a été mis en place par ces puissances occidentales. Alors, moi, je ne comprends plus. Du coup, devant ce désarroi, c'est forcément, l'EI trouve une brèche et se dit, je vais aller, comme il y a de l'anarchie, en profiter pour effectivement recruter, occuper des positions. Oui, allez-y, monsieur. J'ai un temps de parole qui est moins que vous. Tout à l'heure, justement, la résolution, pour être précis, 1973 du Conseil de sécurité adoptée justement en ce qui concerne la Libye, qui était une résolution qui concernait une zone d'exclusion aérienne, qui a eu une interprétation extensive dont vous déplorez à l'instant les conséquences. Et en réalité, je partage cette analyse avec vous. Toutefois, si on veut véritablement une solution durable, il faut s'attaquer aux causes structurelles. À l'instant, vous évoquez les causes sécuritaires, qu'on peut tout de suite, en réalité, renforcer le G5 Sahel, armer davantage, mais il faut une approche structurelle. Cette approche structurelle, c'est justement la question libyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de déliquescence de l'État. On peut parler de... cette déliquescence est un terreau favorable, justement, à... Et justement, ce manque d'entente entre le GNA et le gouvernement d'union nationale profite donc au groupe État islamique. Est-ce que l'on peut imaginer que les ennemis d'aujourd'hui se retournent ensuite contre le groupe djihadiste? Les ennemis de... Qu'est-ce que vous appelez les ennemis? Le Fayez el-Sarraj et le gouvernement d'union nationale et Fayez el-Sarraj, en fait. Khalifa Haftar et Fayez el-Sarraj, s'ils réunissent leurs forces, ils peuvent contrecarrer l'État islamique. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui. Je pense que l'accord de paix, il y avait une résolution, il y a le Conseil de sécurité qui s'est réuni hier également, et donc il est prévu qu'il faut un accord inclusif, c'est-à-dire qu'il faut associer tous ses partenaires pour trouver une solution durable. Rappelez-vous que le général Khalifa, seul, a presque enlevé, a réussi en tout cas à chasser ou en tout cas à réduire les forces de l'État
l'État islamique en Libye. Et donc ça veut dire que c'est une possibilité, mais il faut absolument s'unir. Et en ce moment, les forces sont dispersées puisqu'il y a un conflit interne libyen qui va s'accroître et qui, en réalité, va laisser un terreau favorable à l'État islamique de s'étendre sur justement le sud de l'Afrique. Oui, alors, moi je pense qu'il va falloir que nous, Africains, qu'on soit beaucoup plus courageux et qu'on prenne nos responsabilités. Quand je dis nous, Africains, je ne pense pas à Oumar Diop, le petit consultant, je pense aux chefs d'État. Je pense aux chefs d'État. Il va falloir prendre nos responsabilités. Si aujourd'hui le maréchal Haftar il a lancé cette offensive, il faut avoir le courage de le dire, c'est parce que la communauté internationale a échoué. Parce que quand Kadhafi est tombé, ils ont installé aujourd'hui des dirigeants qui n'ont pas pu arrêter l'esclavage qui s'est passé en Libye. Ils n'ont pas pu régler la situation sécuritaire qui aujourd'hui s'est dégradée en Libye. C'est dans ce cadre-là que le maréchal Haftar est apparu. Donc, s'ils veulent aujourd'hui l'aider, en tout cas en Afrique, il va falloir que les Africains ils prennent leurs responsabilités. Le G5 dont on parle, pourquoi ces frontières? Pourquoi aujourd'hui les régions qui sont les plus touchées, que ce soit le Nigeria ou la Libye, ne font pas partie du G5? Moi, ça me choque. Vous savez, dans les régions où on a le G5, où on a l'ONU au MINUSMA au Mali, c'est dans des régions qui sont beaucoup plus instables. Ça, c'est aux États africains de se poser des questions, à un certain moment de se mettre sur la table, de réfléchir à ce qu'ils font. Donc, je pense que tout passe en Afrique. Ce qui est impossible ailleurs est tout à fait logique et normal en Afrique. Donc, moi, je pense que ces choses-là, ils ne peuvent pas continuer. On disait qu'en Libye, il y a des mouvements de rébellion qu'il va falloir soutenir pour faire tomber Kadhafi. Des mouvements de rébellion, il en existe partout dans le monde. Partout dans le monde, même en Europe. En France, dans le sud, on a les Corses. Mais la communauté internationale n'a pas demandé la création de la France du Nord et de la France du Sud. Dans le sud de l'Espagne, on a les Catalans qui, depuis des années, revendiquent leur indépendance. Est-ce que la communauté internationale a demandé la division de l'Espagne? Au contraire, ils se sont mis tous en bloc derrière la France, derrière l'Espagne, pour dire que c'est impossible, c'est pas du tout profitable à la sécurité de l'Europe. Mais ces choses-là, ils les encouragent en Afrique. On a vu le cas du Soudan et maintenant on nous parle de deux clans, donc chacun se met dans son côté. Et dans la faute aux chefs d'État africains, il faut que nous, on prenne nos responsabilités, qu'on sache situer les responsabilités. S'il y a des erreurs, qu'on sache le pointer. La communauté internationale, aujourd'hui, elle ne peut pas être la solution parce que tout simplement, elle est le problème. Alors effectivement, pour aller plus loin dans cette analyse, effectivement, la population, la communauté internationale observe des fois si elle n'est pas impliquée elle-même, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, d'une part. La communauté internationale, c'est juste une association d'États qui défendent les intérêts partout. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc, dans ce cas-là, il faut que nous, on prenne nos responsabilités. Vous avez parlé de Soudan du Sud et du Nord. Pourquoi on n'a pas divisé l'Espagne en Espagne du Sud et du Nord? Parce que la Libye, comme vous le savez, est le 4e producteur africain de pétrole. Il y a beaucoup de pétrole en Libye. Et là où il y a du pétrole, il y a des conflits, comme par hasard. C'est un hasard. Là où il y a des ressources. Exactement, là où il y a des ressources, que ce soit en RDC, en Libye ou ailleurs. Sauf que la Libye... En Birmanie, il n'y avait pas de pétrole. C'est pour ça qu'on n'a pas Mais il y a un régime militaire très fort et qui ne respecte pas les règles de la démocratie. Il faut juste se dire que, hormis ça, effectivement, il faut des chefs d'État avec une vision. Il faut des chefs d'État solidaires. Il faut des chefs d'État qui veulent, qui aiment leur patrie. L'Afrique est un continent riche, l'Afrique est un continent jeune, et l'Afrique est un continent où il n'y avait pas ces conflits il y a 20 ans. D'accord, merci. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.